Daniel Jeclet, groupement d'intérêt public emploi de Roissy Charles de Gaulle. Une petite remarque un brin provocatrice avant de poser très très rapidement la question. Je pense que pour bien donner le sens, alors je ne sais pas si c'est le titre de votre ouvrage, orientation pour tous, bien se former et s'épanouir dans son parcours professionnel, justement pour ouvrir sur l'enjeu de la mobilité qui est encore très mal servi à l'heure actuelle au travers des pratiques et des structures qui en ont la charge. Plutôt que métier, c'est ça? Oui, parcours professionnel dans ces métiers, parce que... Parce qu'on a voulu, c'est réhabiliter le bon métier qui nous apparaît plus noble que emploi. Enfin, l'emploi est la conséquence. Quand on a un bon métier, c'est-à-dire un métier pour lequel il y a une demande, à ce moment-là, on a un emploi et un salaire, etc. Donc, réhabiliter le concept de métier qui est l'histoire. Bon, voilà, c'est votre provocation légère. Très légère. Vous avez d'ailleurs déjà commencé pour la question. Non, pas du tout. Je vais la poser très rapidement. Vous avez pris le soin de préciser en introduction de votre intervention que vous étiez délégué à l'information et à l'orientation. Et je souhaiterais savoir comment vous distinguez ces deux fonctions. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre l'information et l'orientation? Et ensuite, et ça rejoint un petit peu la question de l'évaluation, comment est-ce que vous définiriez de façon très précise l'orientation? Vous avez beaucoup parlé d'orientation de premier niveau. C'est quoi l'orientation de deuxième, de troisième, de quatrième niveau? Merci, oui, c'est une bonne question, finalement. Donc, il n'y a pas d'orientation, je vais venir à la définition, il n'y a pas d'orientation sans information. Aujourd'hui, l'information, elle est là. Elle est immense, gigantesque, en tas. C'est une montagne, l'orientation sur les formations, sur les métiers. Regardez les sites des universités, regardez le site Pôle emploi, etc. Regardez les sites de Cariforef, parfois des noms différents localement, mais c'est gigantesque, la masse d'informations. En revanche, pour s'y retrouver, déjà pour s'orienter physiquement dans ce délat, dans ce labyrinthe de l'orientation, c'est d'ailleurs un peu l'ambiguïté de notre logo, c'est qu'il y a à la fois des flèches et en même temps, vu de loin, comme ça, il est un peu labyrinthique, parce que c'est la réalité. Mais il y a le haut, au milieu, et il y a les petites flèches. C'est-à-dire que c'est tout azimut. On n'est pas orienté dans une seule direction, c'est tout azimut, c'est d'essayer d'exprimer sa liberté, ses goûts, ses choix en fonction des possibilités. Alors, s'orienter, ça veut dire faire un choix. Forcément, c'est ça. Il y a l'orientation routière, il y a l'orientation sexuelle, il y a l'orientation pour la formation et pour les métiers. Là, on est bien dans le domaine de la formation et des métiers. Donc, c'est choisir une voie de formation, courte ou longue, quand on est jeune ou quand on est adulte et qu'on veut évoluer dans sa profession, dans son métier, ou changer de métier complètement. C'est ça, l'orientation. On choisit quelque chose. On choisit une formation en toute connaissance de cause, donc, c'est-à-dire avec suffisamment d'informations, en étant suffisamment bien informé pour que ce choix de formation débouche sur ce que l'on cherche à la fin, c'est-à-dire le métier de ses rêves et de son choix. Et ça, on peut le faire tout seul si on est très informé, très doué et de bon niveau, et vous êtes plein d'adultes, plein de cadres qui savent très très bien évoluer. Je connais un prof de lycée qui est en train de devenir ébéniste, il n'a pas eu besoin d'aller à la Cité des métiers ou au CIO, il a trouvé son truc tout seul, et il va devenir ébéniste, et il abandonne, il démissionne de l'Éducation nationale, il se met en dispo, je ne sais plus, et il crée une boîte d'ébénisterie avec deux jeunes qu'il a connus pendant sa formation, qu'il a fait, je ne sais plus si c'est le final, peu importe, mais en tout cas, il va devenir ébéniste, qui était son rêve au départ, il l'a trouvé tout seul. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas capables c'est un choix audacieux, qui demande du temps aussi, qui demande de consacrer des soirées, des week-ends, etc., et d'apprendre un métier complètement différent de celui qu'on a appris au départ. Donc beaucoup de nos compatriotes ne sont pas en mesure, de par leur culture, leur formation, leur naissance, etc., de trouver leur voie idéale facilement. Donc, d'où l'aide nécessaire à l'orientation, qui est le conseil personnalisé. Donc, ce que j'ai évoqué là avec le logo, c'est le conseil de premier niveau, c'est-à-dire qui êtes-vous,
on ne vous demande pas votre nom, etc. Là, ça se voit, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Quelle est votre question en matière de formation et de débouchés professionnels? Donc les gens vont exposer leurs questions et ensuite on va les diriger éventuellement vers un organisme plus spécialisé. Exemple, un adulte qui ne connaît pas très bien le système du congé individuel de formation, et qui sait vaguement qu'il a le droit, mais qui n'est pas sûr, ne connaît pas l'organisme. Donc il va dans un CIO. Il frappe la porte, il voit le logo, il frappe la porte du CIO. On va lui expliquer, on va lui faire poser sa question, l'inviter à regarder les différents sites sur lesquels il pourra trouver de l'information sur les formations, et ensuite on va l'envoyer vers le FONGECIF le plus proche, là où il pourra trouver l'information nécessaire, les modalités de financement, les procédures administratives dans lesquelles il devra entrer. Et donc ça, c'est le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est le bon organisme au bon endroit. Donc un décrocheur qui par hasard va à Pôle emploi, je reprends mon exemple absurde, Pôle emploi va probablement l'envoyer, ou pourra l'envoyer vers la mission locale la plus proche, où là on va le prendre en charge, on va le prendre en main, ou vers la Cité des métiers, où il y aura de toute façon aussi quelqu'un dans une mission locale et qui va pouvoir donner le bon conseil. Donc l'idée est que l'usager qui cherche à être aidé dans son orientation ne pousse pas plus de deux portes. Mais il se peut qu'il n'ait pas besoin de l'information très généraliste du premier niveau et qu'il aille directement au bon endroit, tant mieux. Comme c'est le cas actuellement, ça ne changera pas. Un bon lycéen qui ne sait pas très bien vers quelle filière universitaire il doit aller, il a une idée du métier qu'il veut faire à peu près, mais il ne connaît pas bien la filière. Il va au CIO, là on va l'aider très 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 bien, et même on lui dira tu as telle possibilité dans telle université ou dans telle école, mais tu as une autre possibilité si tu acceptes de bouger de 50 km ou de changer de région. Tu pourras suivre quelque chose qui est encore plus près de ce que tu cherches comme débouché. Simplement, ça exige une mobilité. Et j'espère aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que la réforme de l'orientation tout au long de la vie va favoriser la mobilité interprofessionnelle, intermétier, mais aussi la mobilité régionale. Nous sommes des pays où on veut vivre au pays, tous. Donc moi, dans une vie antérieure, j'ai géré la carte universitaire auprès du directeur des enseignements supérieurs de l'époque. C'était après le plan Université 2000. Donc à l'époque, le plan Université 2000, c'était il faut des universités partout, tous les élus locaux, ils veulent couper les rubans, donc on fait des antennes, on met des antennes partout. Résultat, ce sont des universités pour les pauvres, parce que les enfants de médecins, de pharmaciens et de notaires, ils vont évidemment dans la grande ville à côté ou à Paris. Donc là, il n'y a pas de problème pour la mobilité. Mais il n'est pas normal, je me souviens, pardon de prendre cet exemple très précis aussi, un département du sud du Massif central, la Lozère, dont la présidente est décédée maintenant, paix à son âme, et je me souviens d'une grande bataille avec la présidente du Conseil général de la Lozère qui voulait absolument une antenne universitaire dans sa ville de Mende. Parce que vous connaissez Mende, c'est une très très belle ville, mais c'est un enterrement de première classe pour un jeune qui, c'est pas l'université là, l'université ça veut dire universel. Donc il y aurait eu un petit département de droit ou n'importe quoi, avec 300-400 livres, des profs qui viennent là contraints et forcés, ou alors avec des primes énormes versées par le département. Je disais à cette dame, à l'époque, ouvrez donc une maison d'étudiants lozériens à Montpellier, là, qui est une grande ville universitaire, et puis vous aurez votre nom, et ça marqué maison d'étudiants lozériens, vous coupez le ruban, c'est un bâtiment qui vous appartiendra, vous mettrez l'argent là. C'est pas dans votre département, mais n'empêche que vous ferez exactement ce qu'ont fait les seigneurs ou les évêques du Moyen-Âge qui ouvraient sur la montagne Sainte-Geneviève le collège des Irlandais, le collège des Écossais, qui était fait pour les étudiants des périphéries de l'Europe qui ne pouvaient pas avoir une grande université chez eux. Et donc c'était de l'argent venu d'Irlande, venu d'Écosse ou d'ailleurs, dépensé sur la montagne Sainte-Geneviève pour favoriser la mobilité européenne. Et ça, c'était extraordinaire. Donc, du coup, ça créait un brassage sur la montagne Sainte-Geneviève entre des gens venus de partout, et donc une émulation intellectuelle formidable. Donc la mobilité est essentielle, y compris la mobilité à l'étranger. Ça, le CIDJ, par exemple, est très bon pour informer sur la mobilité à l'étranger.